Donc, la première contribution, la première communication est donc celle de Tatiana Makowski. Tatiana Makowski est médecin épidémiologiste à Santé publique France et va nous parler de définition et mesure du fardeau de Covid long en population générale avec l'apport des enquêtes transversales. Merci. Merci Joël pour l'introduction et merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter le fardeau. Je vais présenter le fardeau, c'est-à-dire la prévalence du Covid long dans la population générale et la définition qu'on a utilisée pour l'estimer selon deux enquêtes transversales menées en 2022, déjà mentionnées par notre directrice Caroline Sommeil. Donc, pour donner juste un peu le contexte, il y a en général toujours très peu de données épidémiologiques aux populations générales parce que la plupart d'études sont menées dans le milieu hospitalier ou en lien avec le soin, d'autres systèmes, d'autres institutions de soins. Et même parmi les données épidémiologiques, il y a aussi les résultats des fois variés. Les résultats varient à cause de différentes méthodologies utilisées, différentes définitions de Covid long utilisées, aussi les différents moments où les études ont mené. Il y a aussi peu de pays qui font le suivi de la prévalence aux populations générales, par exemple, en fait, dans de manière systématique. Par exemple, aux États-Unis, les États-Unis font toujours les estimations de Covid long aux populations générales. Les derniers chiffres qu'ils ont donnés datent depuis un mois et je vais le présenter à la fin de cette présentation, juste brièvement. Aussi, le Royaume-Uni étudie régulièrement la prévalence de la population générale pendant 2 ans, mais ils l'ont arrêté l'année dernière. Et en France, donc, on a mené 2 études transversales en printemps et en automne 2022. Donc, la première étude a été réalisée en mars et avril 2022. On a sélectionné l'échantillon parmi le groupe, le panel de volontaires, en utilisant la méthode de quota, pour s'approcher aux caractéristiques de la population française pour la représentativité. Deuxième étude a été réalisée entre septembre et novembre la même année. Cette fois, on a utilisé la méthode aléatoire pour sélectionner l'échantillon, qui est la méthode plus puissante par rapport à la méthode utilisée dans la première étude, par rapport à la représentabilité de l'échantillon par rapport à la population française. On a utilisé les questionnaires plus détaillés cette fois et aussi les répondants ont répondu aux questionnaires par téléphone et en ligne par rapport à la première étude où les questionnaires étaient proposés qu'en ligne. Donc, ce qui est important à mentionner pour cette étude, qu'en fait, parmi d'autres critères, parmi d'autres similarités, on a utilisé la définition d'OMS, déjà mentionnée ici, que OMS a proposée en octobre 2021. Les critères de la définition d'OMS ou l'affection post-Covid, que OMS a donné cet nom au Covid long, les critères sont que les symptômes s'apparaissent dans 3 mois après l'infection par SARS-CoV-2. Ils normalement durent au moins 2 mois. Ils ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Aussi, ils ont normalement un impact sur le fonctionnement quotidien. Ce qui est aussi important à mentionner ici, que cette étude reste toujours rare à appliquer dans le niveau international, à appliquer en fait cette définition du Covid long d'OMS en son intégralité. Parce que ce n'est pas toujours possible d'appliquer tous les critères d'OMS dans l'étude. Donc d'abord, on a cherché le nombre de personnes qui déclarent une infection par SARS-CoV-2 il y a au moins 3 mois. Dans la première étude, on a trouvé 13% de cette population. Dans la deuxième étude, il y avait beaucoup plus de personnes ayant être infectées par le SARS-CoV-2 il y a au moins 3 mois, donc près de 50% de la population. Après, on estime la prévalence du Covid long, c'est-à-dire l'affection post-Covid. Ce qu'on a trouvé dans la première étude, ce que vous avez déjà entendu, que la prévalence du Covid long de la population générale, donc c'est-à-dire parmi personnes infectées ou non infectées, c'était 4%.
Mais dans la population infectée il y a au moins 3 mois, le pourcentage était 30%. Donc c'était 30% de la population infectée il y a au moins 3 mois qui l'ont développé finalement Covid long. Dans la deuxième étude, on a trouvé le même pourcentage dans la population générale, mais parmi personnes infectées il y a 3 mois, il y avait moins de personnes qui l'ont développé Covid long. Comment nous pouvons expliquer cette différence entre 30 et 8% de la population infectée il y a au moins 3 mois? C'est par effet conjugué, c'est-à-dire par l'augmentation du nombre de personnes infectées. Comme vous avez vu, il y avait beaucoup plus de personnes à la fin de l'année 2022 qui l'ont infecté par SARS-CoV-2 par rapport au début d'année. À cause du vague Omicron et aussi l'augmentation du risque d'affection post-Covid lié à virus variant Omicron, ce qui est conforme à la littérature internationale. En fait, les résultats de nos études ont été publiés dans les revues internationales scientifiques. Donc, dans la deuxième étude, nous sommes allés un peu plus loin parce qu'on a estimé la prévalence du Covid long dans la même population en utilisant d'autres définitions. On a commencé avec les variations de la définition de OMS en regardant, en fait, en faisant variation sur le dernier critère de la définition de l'OMS, c'est-à-dire on a regardé l'impact de ces symptômes sur le fonctionnement quotidien au moins modéré et au moins fort ou très fort, par rapport à la définition standard d'OMS qui considère l'impact des symptômes, de tout l'impact des symptômes sur le fonctionnement quotidien. D'autres définitions qu'on a utilisées, ce sont la définition du National Institute for Health and Care Excellence. Après, c'est United States National Center for Health Statistics and the UK Office for Statistics. Et la dernière définition qu'on a aussi utilisée pour estimer la prévalence de Covid long, c'était Covid long rapporté. Donc, nous avons dans notre étude posé la question aux participants, est-ce qu'ils pensent avoir eu une longue forme du Covid? Et ici, vous pouvez voir la prévalence selon ces définitions. Juste pour rappel, la prévalence de Covid long dans la population générale en utilisant la définition MS standard était 4%. En utilisant l'impact des symptômes sur le fonctionnement quotidien modéré, on a estimé la prévalence de 2,4 et regardant l'impact fort ou très fort, la prévalence était 1,2 dans la population. Donc, c'est-à-dire 30% de personnes répondent à la définition de l'OMS. Après, par rapport à la prévalence Covid long rapportée, la prévalence était 7,1%. Donc, parmi aussi personnes qui ont développé Covid long, on a observé que 31% ont eu le Covid long déjà depuis 12 mois et plus de 22 personnes plus de 18 mois. Aussi, il y avait beaucoup plus de personnes infectées par vague Omicron. Donc ici, c'est juste quelques détails par rapport à l'âge et sexe. Donc, la prévalence de Covid long était toujours plus élevée chez les femmes. En regardant la Covid long selon la définition OMS standard et par rapport au Covid long rapporté, aussi pour certains âges, 45 jusqu'à 54 ans. Ici, juste brièvement, on a regardé les concordances entre les définitions. Donc, on a estimé ces concordances en utilisant le Cohen-Kappa Estimate. Donc, si Cohen-Kappa Estimate s'approche à la valeur de 1, c'est-à-dire que concordance entre les définitions dans ce cas est meilleure. Mais vous pouvez voir que Kappa reste très modeste. Donc, la concordance entre les définitions reste très modeste. Ici, c'est un peu mieux. Par exemple, kappa 0,59 c'est la concordance entre la United States definition et la definition de l'OMS standard. Ce qui est aussi important à observer ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concordance par rapport à la définition opérationnalisée comme symptom-based definitions et aussi la définition Covid long rapportée, donc comment les personnes perçoivent avoir Covid long. Ici,
c'est juste pour montrer en fait la prévalence dans les États-Unis. En fait, ils font le suivi de la prévalence dans de la population générale depuis 2022. Donc, les dernières estimations sont ici au septembre. Donc, la prévalence dans la population générale parmi les personnes infectées reste toujours élevée, même si elle a un peu baissé depuis 2022, novembre 2022. Et quelques conclusions. Donc, la prévalence de la population générale, selon la définition MS standard, est 4% à la fin de 2022, ou 1,2% pour la forme plus sévère. Et la forme, par rapport à la COVID longue rapportée, la prévalence était 7,1%. Donc, aux États-Unis, on observe un peu la baisse de la prévalence, mais la prévalence reste quand même significative et mérite d'être aussi discutée en France, surtout pour les formes prolongées ou pour les formes sévères qui l'imposent en grande charge pour le système de soins en France. C'est tout. Merci. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette communication est ouverte à discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Yazdan, tu as le droit de poser une question. Il n'y avait pas les enfants? Non, oui, c'est vrai, c'était adultes. Oui, ce sont les adultes à partir de 18 ans, 18 ans et plus. Pour commencer, je peux poser une question. Vous avez parlé d'une prévalence entre 4% selon la définition et 7% rapporté par les patients. Qu'est-ce qui permet de faire la distinction entre ce qui a été considéré par les épidémiologistes comme un Covid long et ce qui est considéré par les patients comme je souffre d'un Covid long? On n'a pas eu l'occasion d'interroger les patients, qu'est-ce qu'ils considèrent comme Covid long, mais on a juste posé la question, est-ce que vous pensez avoir eu une forme prolongée, c'est-à-dire les symptômes qu'on a mentionnés dans le questionnaire. Donc, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont eu, selon ces symptômes, parmi ces symptômes, quelques symptômes qui durent trop longtemps, même s'ils ne sont pas tombés dans la définition, ou oui, dans la définition standard d'OMS. Et si c'est la question, c'était aussi mon opinion entre deux ou non? Oui, c'est-à-dire parce que comme il y a eu beaucoup de gens infectés, entre 4 et 7%, ça fait beaucoup de monde. Oui. Et en fait, il faut retenir laquelle pour vous? Par les deux, en fait. Les deux, ou en fait, regarder qui sont aussi les patients qui sont captés par toutes les deux définitions, et aussi regarder qui sont les patients qui ne sont pas captés par les définitions, soit un, soit l'autre. Il y a deux questions là. Une tout au fond, avec un micro. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu ce que vous appelez un impact fort ou un impact faible? Oui, dans le questionnaire, on a posé les questions. Il faut que je m'appelle. Oui, c'est le questionnaire. En fait, les réponses, l'impact sur votre fonctionnement quotidien. Est-ce que vous considérez que c'est l'impact faible, l'impact modéré, fort et très fort? C'était ça comme les réponses qu'on a proposées. C'était à participants à répondre à ces questions-là. Oui, c'est subjectif, effectivement. Oui. Bonjour, merci pour ces données très utiles. Je prends ma casquette de collaborateur de l'HAS. On aurait besoin vraiment de données sur les enfants, parce qu'il y a un travail qui débute sur les enfants et on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, et aussi d'un travail sur le devenir des patients à long terme. Parce que vous avez des données de prévalence, mais maintenant on a 4 ans d'évolution, on a des gens qui sont alités vraiment pas bien du tout, et on n'a aucune donnée sur cet impact sur la vie quotidienne. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Pour les enfants, sur ces deux paramètres, les enfants et le suivi long terme. Merci. Oui, je ne sais pas si c'est question pour moi, en tout cas, parce qu'en fait, c'est question plus... oui. Je dirais juste un mot sur les enfants. On nous a posé la question. C'est extrêmement lourd de monter une enquête de qualité niveau échantillon aléatoire. Il se trouve que Santé publique France avait au même moment Enabi à construire et les enquêtes Covid long. On a vu le travail considérable et honnêtement, il n'y avait pas
ni la pression, ni aussi la possibilité matérielle de monter cette enquête chez les enfants. Donc, voilà, le besoin s'était fait aussi sentir un peu moins fortement que chez les adultes en âge de travailler, puisqu'il apparaît quand même assez nettement que c'est les adultes en âge de travailler qui sont les plus touchés par le phénomène. Juste sur le fait de regarder l'impact à long terme, on est en train de réfléchir avec l'adresse, justement, puisqu'ils font des enquêtes répétées, de peut-être poser cette question de la perception du Covid long. Bon, c'est peut-être pas la meilleure définition, mais au moins... Et dans l'enquête DRESS, l'avantage des enquêtes DRESS, c'est qu'elles sont couplées avec toutes les données de l'assurance maladie, et ça nous permettrait de regarder ces personnes-là, comment a été leur comportement avant, pendant et peut-être même les suivre. Donc on est en train de voir, c'est pas encore ficelé, mais on se dit que même si c'est pas imparfait, on pourrait peut-être faire ça. Parce que le gros avantage, c'est effectivement, on a tellement de données dans l'assurance maladie avec la base SNDS qu'il faudrait l'utiliser. Voilà. Mais alors pour les enfants, oui, on pourrait. Alors il faut que je vois le HIS, combien ils ont d'enfants dans la population. Mais on peut regarder. De toute façon, c'est les enquêtes DRESS du bien général. Je ne sais plus. Michel, tu sais si... Tu sais, non, on ne sait pas. Je ne sais plus combien il y a d'enfants dans l'enquête DRESS. Combien tu dis? Oui, vas-y, redis. Donc dans EST, enfin moi je ne vais pas parler à la place de l'adresse, oui. mais de ce qu'on sait de cette étude, c'est donc 200 000 adultes qui sont inclus et sont interrogés spécifiquement aussi les parents d'enfants de plus de 15 ans. Voilà, donc, mais le questionnaire est déjà très largement finalisé avec peu de marge, donc il faudra voir de quelle manière on peut identifier, y compris les Covid longs, chez les enfants. Voilà, donc on essaye de voir cette possibilité parce que ça serait très intéressant compte tenu de la richesse de la base de l'assurance maladie.